زملائي زميلاتي نحب قبل كل شيء نشكركم على خاطركم عاطين من وقتكم ومن مجهودكم باش يبرى تونسي وباش تعيش تونس. أنا الدكتورة ريم رفرافي، أستاذة في الطب النفسي، رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى المنجي سليم. أنا كيفكم je suis engagée كيفكم dans cette lutte contre ce fléau sanitaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer par rapport à cette présentation. Le but de ma mission, c'est de vous aider dans votre mission, c'est-à-dire comment annoncer à un patient qu'il risque d'avoir le Covid, qu'il doit rester confiné, ou que certainement il a le Covid et qu'il doit rester confiné, hospitalisé chez lui, qu'on va le suivre, ou que son état s'est aggravé et qu'il va falloir lui annoncer qu'on va l'hospitaliser et qu'un transport va être assuré. Donc, à la fin de cette présentation, vous devrez être capable d'identifier et de résoudre les difficultés liées à l'annonce d'une mauvaise nouvelle en ligne dans le contexte du Covid-19 en particulier, de décrire les réactions psychologiques du patient suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle et à les manager, de s'exercer sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle selon une stratégie adaptée à la situation et d'identifier le poids et l'interaction de l'ensemble des valeurs éthiques de l'exercice médical dans le contexte particulier de l'intervention en ligne. En général, on sait qu'une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle qui modifie profondément et de façon péjorative l'avenir d'un individu, comme vous connaissez le cas du décès d'un proche ou d'une maladie cancéreuse, etc. Mais pour le Covid-19, ce qui est particulier, c'est que c'est une maladie qui est nouvelle. Tout ce qui est nouveau suscite la peur de l'inconnu. C'est une maladie aussi qui est surmédiatisée concernant les issues fatales et négatives. On ne parle pas assez des formes asymptomatiques ou des formes avec guérison, mais on ne fait que quantifier le nombre de décès. Aussi, il y a beaucoup de fake news qui sont associées par rapport à cette maladie et beaucoup sont négatives. Par ailleurs aussi, c'est une maladie qui est fortement stigmatisée. On serait Covid-19, c'est comme si on était un lépreux des temps modernes. Une personne qui est suspecte est toujours crainte par son entourage. Cette maladie est associée aussi à une culpabilité, surtout par rapport à son entourage, l'entourage familial, notamment la peur de le contaminer ou de risquer de le contaminer. Et n'oublions pas aussi les répercussions socio-économiques négatives de cette maladie. Le confinement risque de mettre la vie économique et les ressources de la famille en faillite. On doit le faire quand même si c'est difficile, parce que, au moins pour deux grandes raisons. La première, elle est éthique déontologique. N'oubliez pas le droit du patient de connaître son état de santé et le devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient et de l'éclairer sur son état de santé. Par ailleurs, la deuxième raison, elle est purement technique et médicale, c'est-à-dire que vous avez besoin de l'engagement de ce patient, vous avez besoin de sa confiance et vous avez besoin qu'il respecte vos consignes. Donc, on doit faire une bonne annonce pour obtenir son adhésion, qu'il respecte le confinement et qu'il évite de sortir en panique avec une sortie précipitée dans la rue. C'est une situation qui est difficile parce qu'elle est stressante. Parce que pour l'intervenant, c'est une question qui va flirter quand même avec la question de la mort. Donc, ça peut aussi être un traumatisme majeur pour le patient qui va recevoir cette nouvelle. L'intervenant vivra une situation qui est imprévisible, il va craindre probablement les débordements effusionnels, les émotions de celui qui va recevoir l'information. Ensuite, n'oublions pas que nous sommes en train d'agir dans un contexte en ligne. Notre technique de communication est amputée de ce que nous savons faire d'habitude. On n'a pas la communication non verbale directe, on a juste la communication verbale à travers le téléphone et on est pris par le temps, on doit être assez rapide. Donc toutes ces difficultés vont pouvoir être décortiquées une à une. Comprenons d'abord ensemble les craintes du soignant. Le soignant peut craindre les débordements émotionnels du patient. Il peut craindre sa réaction, il peut avoir peur pour lui, comment il va réagir.
Il peut aussi craindre d'être accusé lui-même, de vivre un sentiment d'échec, de perdre le contrôle. Il peut avoir peur d'exprimer ses propres émotions de l'intervenant. Il peut aussi avoir peur de répondre « je ne sais pas ». Et en filigrane, toujours, l'intervenant a sa propre angoisse face à la mort. Chaque crainte doit être décortiquée. Premièrement, en nous décentrant de la problématique vie-mort. En fait, nous, soignants, les intervenants en ligne y compris, nous faisons de notre mieux avec les moyens que nous avons pour venir en aide à ce patient et pour l'accompagner dans son parcours de soins. Nous sommes dans une dialectique de maladie et de santé. La dialectique de la vie et de la mort appartient à tout autre registre et il ne faut pas revenir sur ce registre. Deuxièmement, en comprenant et en anticipant les réactions psychologiques du patient face à cette annonce. Je reviendrai plus en détail à ce point. Troisièmement, en nous préparant avec un organigramme décisionnel clair, en préparant le scénario de notre intervention, en connaissant avec précision le circuit de soins du patient, en l'actualisant au vu des données récentes et en étant préparé et à assumer si nécessaire la position de l'ignorance. Si je ne sais pas, je dirai je ne sais pas, mais je vais vérifier. Si personne ne sait, parce que les données de la science ou les politiques de la santé ne peuvent pas répondre, on dira personne ne sait actuellement. Décortiquons ensemble les réactions du patient face à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. L'annonce d'une mauvaise nouvelle est une situation stressante qui va déclencher une série de réactions. Cette série de réactions ont pour but de juguler l'angoisse énorme et de retrouver une homéostasie. Cette réaction va aider à éviter l'effondrement total de la personne. On parle d'effondrement total quand on est par exemple devant un état dissociatif, cette sorte de court-circuit dans la conscience de la personne, devant un état d'agitation extrême, une bouffée délirante aiguë. Donc les réactions normales à l'annonce d'une mauvaise nouvelle vont éviter ces réactions pathologiques et vont aider la personne à accepter cette épreuve et voire de la dépasser. Un schéma de réponse est généralement retrouvé. Il s'agit des étapes du deuil en général et on fait référence au deuil de la vie avant le Covid et de la santé antérieure. La réponse classique passe par 5 stades successifs, passant du déni, exemple « non, ce n'est pas vrai », c'est aussi le cas de l'interlocuteur qui raccroche. Par la suite, la réaction de colère, c'est l'interlocuteur qui va se mettre à crier, vociférer ou vous tromper. Par la suite, le marchandage, c'est l'interlocuteur qui va vous dire « peut-être faut-il refaire le test, il y a peut-être une erreur, essayez de vérifier ». Ensuite, la dépression, avec son cortège de tristesse, de pleurs, de silence. Et enfin, l'acceptation, quand l'interlocuteur vous dira « que dois-je faire maintenant ?» Certaines personnes passent rapidement d'une étape à l'autre. D'autres vont se bloquer selon leur capacité adaptative à l'une ou l'autre des étapes et ils n'arrivent pas à retrouver la paix et vont développer certains comportements pathologiques. La durée de ces étapes peut prendre des minutes, des jours, voire des mois, et elle est variable entre les individus. Passons maintenant à décortiquer l'étape se préparer. Réfléchissons ensemble un peu à la diapo 6, en quoi le Covid est une mauvaise nouvelle. Chacun, en son âme et conscience, réfléchissant comment peut-on aider le patient à faire avec ses difficultés médicales, sociales, économiques, comment l'aider. Au minimum, il faut connaître les données scientifiques actuelles et il faut aussi avoir un listing des aides possibles tant sur le plan psychologique que sur le plan social. Ici, je vous donne par titre d'exemple le numéro de la cellule d'aide psychologique, le 80 10 50 50, ou le numéro d'aide aux femmes victimes de violences, le 18 99. Donc soyez prêts à référer le patient selon ses difficultés à un autre intervenant. Toujours aussi, préparez un conducteur de votre intervention, un conducteur qui va vous permettre de répondre au but de votre intervention en ligne.
N'oubliez pas que vous devez donner l'information au patient pour respecter les consignes qui vont suivre et réussir le parcours de soins à domicile ou en hospitalisation. Vous devez obtenir son adhésion totale et sa confiance, l'aider à gérer au mieux son angoisse et à dépasser sa colère et à accepter le processus dans lequel on s'engage ensemble et d'obtenir des indicateurs fiables sur son état de santé qui vont vous aider à prendre des décisions concernant la conduite à tenir. Nous allons opter, quel que soit le type de l'annonce à faire, à une stratégie générale en 6 étapes. Je vais d'abord les citer, puis je vais les développer une à une. Première étape, se comporter professionnellement au moment de la prise en charge initiale, c'est-à-dire au premier contact téléphonique. C'est la pierre angulaire de toute notre action. Deuxième étape, préparer l'entretien qui va annoncer la mauvaise nouvelle. Troisième étape, essayer de savoir ce que peut savoir le patient. Quatrième étape, donner l'information. Cinquième étape, répondre aux émotions. Sixième étape, résumer l'entretien et proposer un plan pour l'avenir immédiat. Première étape, réussir le premier contact téléphonique. Le premier contact téléphonique est l'équivalent de l'accueil dans votre propre cabinet. Je vous suggère de prévoir déjà un premier contact téléphonique avant de faire l'annonce. Si ce n'est pas possible, vous pouvez même prévoir que les 2 entretiens se fassent même à 1 ou 2 heures d'intervalle. Les 2 entretiens vont être fondamentaux pour la prise en charge ultérieure. Le premier entretien permet de vous présenter nominativement. Donnez votre prénom, votre nom, votre qualité et pourquoi vous intervenez. أنا فلان الفلاني نخدم في الخلية للتقصي عن بعد باش نحكي معاك على خاطرك انت عملت التقصي عن طريق الانترنت للكورونا. عندي أسئلة باش نسألهم لك. Parlez toujours en arabe dialectal. Nommez votre patient. Donc, vous devez lui demander son prénom, son nom. L'appelez toujours par son prénom. Si Mohamed, Madame Sonia. Répétez durant tout l'entretien son prénom. Vous allez aussi lui poser des questions sur sa vie en général, sa situation familiale, ses antécédents médicaux importants. Il est important pour vous de connaître s'il vit dans une seule chambre pour toute la famille, s'il vit en appartement, s'il vit dans une grande maison. Donc toutes ces questions vont montrer en plus l'intérêt que vous lui portez et comment votre prise en charge elle est personnalisée à lui en particulier. Parlez toujours en dialecte tunisien et essayez d'avoir un vocabulaire qui est simple, qui n'est pas technique, qui n'est pas ambigu. Demandez au patient de vous décrire ses symptômes. Expliquez-lui qu'il est important pour vous qu'il respecte le confinement préventif jusqu'au résultat du test. Cela va introduire la possibilité que ce test sera finalement positif. Impliquez le patient autant que possible dans la décision. Par exemple, vous allez lui demander dans quelle chambre il va faire son confinement. Vous allez lui demander comment il va faire pour utiliser les sanitaires. Vous allez lui suggérer des solutions, corriger les erreurs. Et vous allez vérifier qu'il a bien compris le message en lui demandant de répéter ce qu'il a compris ou de reformuler vos allégations. Je vous suggère ici la possibilité de lui donner une adresse mail, qu'il vous donne une adresse mail sur laquelle vous allez lui envoyer ces informations ou bien de les consigner dans une sorte de site qu'il va pouvoir consulter par la suite. Au décours de ce premier entretien, le patient doit ressentir qu'il a été dignement pris en charge et que l'entretien qui va suivre sera important et que probablement il va apporter une mauvaise nouvelle. Deuxième étape, préparer l'entretien qui va annoncer une mauvaise nouvelle. Il faut prévoir une durée suffisante, je sais, en respectant vos contraintes. Il faut se mettre en condition. Il faut avoir une voix posée, grave. Donc, évitez de parler avec une voix grave, telle que je le fais maintenant. Une voix grave va dénoter d'un stress. Donc, reprendre une voix aiguë, va dénoter d'un stress. Reprendre une voix grave
Posez, parlez doucement et calmement. Votre scénario toujours à la main. Suivre votre conducteur. Vous allez lui dire que c'est vous qui aviez appelé au premier entretien. Vous allez rappeler qu'au dernier entretien, vous aviez dit que vous alliez rappeler. Toujours nommer le patient par son prénom, si Mohamed, Madame Sonia, et demander qui est auprès de lui. Vérifier qu'il est bien confiné. L'intervenant qui annonce doit être celui qui a fait l'entretien d'accueil. Si cela n'est pas possible pour des raisons organisationnelles, veillez à avoir lu au préalable le synopsis sur la fiche du patient, son prénom, son âge, sa situation familiale, son dossier médical. Dans ce cas, veillez à vous présenter toujours nominativement et définir votre qualité. Généralement, l'annonce est faite au patient lui-même ou parfois, le patient ne veut pas ou elle ne peut pas vous répondre. Dans ce cas, acceptez de répondre à son accompagnant, mais vérifiez alors de qui il s'agit et notez son identité et son lien de parenté avec le patient. Demandez-lui de bien respecter le confinement du patient et de lui proposer de vous parler directement dans un rendez-vous ultérieur. Troisième étape, essayez de savoir ce que peut connaître le patient. Il s'agit là de rappeler au patient le premier contact et de l'amener de lui-même presque à dire « Hey, أنت اللي كلمتني توا نهارين وقلت لي باش ترجع لي باش تعطيني نتيجة التحليل ». Donc si le test est négatif, donnez directement le résultat. Sinon, rappelez d'abord au patient que la dernière fois, vous avez noté des symptômes sérieux de maladie. Cherchez des symptômes sérieux. Cherchez des indices de gravité dans la connaissance populaire. Par exemple, الكحة زادت, السخانة مازالت متواصلة, ou même en l'absence de ces symptômes, vous pouvez lui dire par exemple تحس في روحك فاشل, تحس في روحك مش كيف العادة. Donc l'amener presque à deviner ce qui va suivre. Quatrième étape, donner l'information. Il faut toujours fractionner l'information par petits bouts digérables. Par exemple, oui, le test est positif. On attend l'effusion émotionnelle par la suite et on répond aux questions. Puis on annonce que l'isolement va se faire à domicile ou à l'hôpital ou à l'endroit X. Et on va répondre aux effusions émotionnelles et aux questions par rapport à cette deuxième partie de l'annonce. Bien sûr, le langage est toujours dialectal, simple, en évitant les termes techniques. Par exemple, la PCR donne peu de faux négatifs. On évitera aussi les termes ambigus. Par exemple, le test est un peu positif. Un test est soit positif, soit négatif. Répétez le message. Au mieux, faire répéter la personne votre message. Si Mohamed, فهمت ايش قلت لك؟ نجم تعاود لي اللي قلته لك. Cinquième étape, répondre aux émotions. Rappelez-vous des réactions psychologiques face à l'annonce d'une maladie. Vous rappelez déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation. Identifiez et acceptez la réaction du patient. Laissez le temps au patient d'exprimer son émotion, de réagir et par la suite de s'adapter. Écoutez sa colère, écoutez son affolement, écoutez ses cris, écoutez son silence. Je sais que ceci est un peu difficile par téléphone, mais permettez au moins 5 à 10 secondes de silence ou de pleurs ou de cris, puis relancez la conversation. Madame X, vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me dire ce que vous ressentez? Selon la situation, vous pourrez dire vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère. Faites confiance à votre feeling. Je suis sûre que vous avez idée sur la situation et le ressenti du patient. Expliquez au patient que sa réaction est normale, que beaucoup de patients réagissent ainsi, mais que l'important est qu'il continue à croire en sa bonne étoile. Il faut qu'il ait un moral de combattant. Dites-lui clairement que 85%, voire plus des patients guérissent de cette maladie. Donnez des infos qui sont claires selon votre fiche ou votre scénario préétabli. Demandez au patient de poser ses questions et essayez d'y répondre. N'hésitez pas à dire si nécessaire « je ne sais pas, je vais vérifier » ou bien «
personne ne sait pour le moment. 6e étape et dernière étape. Résumez l'entretien et proposez un plan pour l'avenir immédiat. Rappelez toujours vos messages clés, vos messages importants en mettant en avant le positif. Par exemple, vous avez le Covid-19, mais vos symptômes ne sont pas inquiétants et vous allez pouvoir rester confiné à la maison. Un autre exemple, vous aggravez, monsieur. Votre état nécessite le transfert à l'hôpital, mais on a tout fait pour vous trouver une place et on va nous assurer du transport médical. Proposez clairement le plan pour l'avenir immédiat. Par exemple, nous vous rappellerons chaque jour pour vérifier votre état de santé et pour vérifier que vous faites bien votre isolement. Ou bien, nous vous rappellerons dans 2 jours pour vous donner le résultat du test. Et d'ici là, restez dans la chambre d'isolement et respectez les règles sanitaires. Pour finir, je vais vous rappeler ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas banaliser les symptômes et les émotions du patient. Il ne faut pas dire « qu'est-ce faire ». N'oubliez pas que pour eux, c'est la fin du monde. Il ne faut pas aussi s'engouffrer et de donner l'information, toute l'information rapidement, même quand le patient vous dit d'emblée « je peux tout supporter, dites-moi toute la vérité ». Toujours respecter la règle d'aller doucement par petits bouts digérables. Il ne faut pas se réfugier derrière les termes scientifiques et utiliser le langage qui est ambigu, technique ou incompréhensible. Toujours parler en arabe dialectal simple et doucement. Il ne faut pas aussi ne pas respecter le droit du patient au silence et à l'effusion émotionnelle. Laissez-lui exprimer ses émotions, validez-les, dites que c'est normal et aidez-le à passer à l'étape suivante. Il ne faut pas aussi ne pas laisser le patient poser des questions. Au contraire, il faut les susciter, il faut lui demander s'il a des questions, l'encourager à les poser et y répondre. Finalement, il ne faut pas prétendre tout savoir et il faut assumer, quand c'est le cas, qu'on ne sait pas. Après l'annonce, le médecin ou l'intervenant, même s'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il a tout respecté à la lettre, il doit être capable d'accepter que son message ne passe pas, qu'il existe une réaction de révolte, voire un discours agressif, que le patient demande à avoir un autre avis médical. Proposez-lui alors l'appui d'un intervenant plus haut gradé, proposez-lui une aide psychologique ou coordonnez avec un autre membre de la famille. En conclusion, l'annonce d'une mauvaise nouvelle est un moment clé dans la relation soignant-soigné. C'est un moment clé, même à distance, qui va sceller cette confiance qu'aura le patient dans le système de soins. Vous avez beaucoup d'aptitudes communicationnelles, vous avez une écoute empathique, vous avez une communication verbale riche, vous avez une démarche progressive et un scénario préétabli que vous allez mettre en avant pour pouvoir accomplir votre mission. En comprenant les réactions psychologiques contre l'angoisse que va développer le patient, vous allez l'aider à dépasser et à gérer et à partir rapidement vers l'acceptation. Parce que votre souci majeur, comme celui du patient, c'est qu'il ait le ressenti et le sentiment qu'il a été dignement pris en charge. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas que je suis accessible pour tout complément d'information ou toute clarification. Merci.